On a remarqué qu'il y a une crise de vocation, il y a de moins en moins de pasteurs, mais aussi de moins en moins de bénévoles au sein de nos églises. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'il y a une crise de vocation? Et nous voulons voir les différentes situations de nos églises pour creuser les questions de vocation, d'engagement, de bénévolat au sein de nos églises. Nous sommes ici à Malaga, donc en Espagne. Donc la CEPL, c'est la Conférence des Églises protestantes des pays latins en Europe. Ça compose 16 églises de 6 pays, donc la Belgique, la France, la Suisse francophone, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Et donc nous sommes tous des églises en minorité, où il y a une dominante, sauf dans la Suisse, où il y a une dominante église catholique et le protestantisme est dans une situation de minorité. Et c'est une conférence qui a été créée en 1950 pour le soutien mutuel. La CEPL est rattachée, c'est une région de la Communion des Églises protestantes en Europe, qui compose ensuite 96 églises, mais nous sommes une région parmi 4 qui travaillent en lien avec la Communion des Églises protestantes en Europe. C'est surtout la question de la minorité du protestantisme dans un contexte catholique majeur. Nous avons aussi en commun les questions de la migration que nous ne discutons pas aujourd'hui là, mais que nous avons régulièrement discuté. Les questions de l'extrémisme, des positions extrêmes en politique mais aussi dans les églises, c'est aussi une question que nous discutons. En effet, c'est vraiment la dimension que nous avons voulu donner à ce colloque. L'Église est dans le monde et elle subit elle aussi ses variations, ses engagements qui changent, qui sont plus intenses mais aussi plus ponctuels. Or ce temps-là n'est pas nécessairement le temps de l'Église qui est un temps plus long. Alors il nous faut faire avec l'évolution de l'engagement. L'immédiateté et puis il faut que l'engagement dépend beaucoup de la subjectivité et du projet de chacun. L'important est de s'engager personnellement. Est-ce que cela correspond à mes propres critères d'épanouissement ou pas? Alors il y a bien sûr le service pour l'Église qui compte et qui est présent, mais on voit des évolutions et l'engagement parfois tend à devenir quelque chose qui se rapproche d'un loisir aussi. Et donc je m'engage certes, mais il y a d'autres lieux d'engagement et qui me sollicitent. L'Église en est un parmi d'autres. Elle ne passe pas, elle ne passe plus en premier. Je trouve qu'il est beau, important que les églises puissent accueillir, et ce sont des lieux d'accueil pour des personnes qui sentent un appel, une vocation à se mettre à leur service, mais en deuxième partie de carrière. Ce sont des personnes qui ont donc une maturité, une expérience professionnelle et qui peuvent déployer leurs dons au service d'un ministère. Et ça, c'est une belle opportunité et pour les églises, et pour le monde, et pour les personnes. Je pense que la crise des vocations et de l'engagement en général nous donne l'opportunité aussi de puiser dans nos ressources. Dans le Nouveau Testament, il y a une diversité de dons, de ministères, de charismes.
Dans notre ecclésiologie protestante aussi, les modèles ne sont pas fixes, il y a une vraie diversité. Et cette diversité, nous avons à la penser pour le XXIe siècle, en imaginant des lieux autres que la paroisse, en lien avec la paroisse, pour ces gens qui sont sur le seuil, qui hésitent à entrer ou qui peut-être n'ont jamais entendu parler de la bonne nouvelle de l'Évangile. Il faut rejoindre les gens là où ils sont. Je pense que c'est une ressource qui nous aide beaucoup à plusieurs titres. Déjà, la manière dont elle se vit. La formation continue ou formation permanente pour les églises de la CPLR, c'est une formation qui concerne les ministres tout au long de leur carrière, si on peut dire les choses comme ça, et qui vont donner à rencontrer d'autres pasteurs, d'autres ministres qui viennent de réalités et d'églises diverses. Alors en France, l'UEPAL, les QDF, mais en lien avec les PUB côté francophone, en lien avec les églises suisses francophones, en lien aussi avec la CEPL, là qui nous réunit pour cette rencontre. Et donc, il y a déjà le bénéfice d'aller voir ailleurs comment l'Église se vit, qu'est-ce qu'elle traverse comme question, comme échec, comme succès. Voilà, d'être à l'école de l'autre, en fait. Ça, c'est le premier point, je dirais. Bien sûr, il y a aussi, c'est des formations transverses, hein, avec toujours un apport biblique, théologique, sociopolitique ou éthique, pratique, vraiment autour de la pratique pastorale. Donc il y a les contenus qu'on peut recueillir et puis qui nous reconnectent et qui parfois nous remettent en mouvement. Mais il y a aussi tout le cadre dans lequel on vit ces sessions, et sur la question du cadre, la manière de parler de chacun, de nous-mêmes, de nos objectifs, de dire quelque chose de nos communautés. Je pense que ça, c'est très fertile finalement dans les transpositions qu'on peut faire après en église, dans les différents lieux où l'on retourne. Pour moi, la formation continue, oui, c'est une manière de revisiter ce qui nous a mené jusque-là. Il y a toujours un moment où on se dit, mais finalement, pourquoi je me saisis de cette offre de formation continue à ce moment-là de mon ministère? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et puis, on est entre pairs, on rencontre d'autres collègues et on est amené à dire aussi quelque chose de soi. Il y a un soin qui est porté à la rencontre, qui, à mon avis, est déterminant et qui compte, je crois, profondément dans nos vies d'église. Même si on peut se dire que c'est accessoire ou que c'est secondaire ou que c'est pas de la théologie fondamentale ou pure, je crois que c'est très fécond en fait pour la manière dont on se rencontre les uns les autres et la manière dont on entend l'autre dans ses aspirations spirituelles aussi. Je pense qu'on a beaucoup de chance en tant que disciple du Christ et en tant que théologien. On a beaucoup de chance, si on se place dans les pas du Christ, d'avoir en fait cette souplesse qui nous apprend. Cette attention, c'est un maître de l'attention. Et peut-être que les temps de formation, ce sont des temps privilégiés où on se met à l'écoute de l'autre, qui peut venir d'une autre église, qui peut vivre une réalité tout à fait différente, mais où on peut aussi se mettre un peu à l'écoute de nous-mêmes parce qu'on fait un pas de côté. Voilà, qu'est-ce qui est, sur quels appuis, ressources, amitiés notre ministère se construit-il et comment on peut mobiliser ça, pas seulement pour le garder pour nous, mais pour le mettre au bénéfice de la communauté et des personnes qu'on rencontre. C'est assez difficile à répondre à cette question dans le sens où je ne pourrais pas en fait en décrire une. Il y a une telle diversité, c'est impressionnant et d'ailleurs c'est pour nous au sein de la commission des ministères une source d'émerveillement de voir des itinéraires extrêmement différents, des personnes ayant des formations, des cadres de vie, des situations sociales totalement diverses et être pourtant rejoints par une même vocation, un même appel, un même désir de servir l'Église, d'être dans notre Église, de se risquer à une vocation pastorale. Et cette diversité, elle est pour nous vraiment une source d'émerveillement et en plus d'encouragement parce que ça va
donner au bout des pasteurs totalement différents. Et c'est ce dont on a besoin, en tout cas c'est une richesse pour notre Église. Alors dans la définition du rôle de la commission des ministères, il y a 3 verbes qui sont accompagner, discerner, réfléchir. Je les ai dit par ordre alphabétique, mais c'est aussi par affection, en tout cas pour accompagner en premier, parce que c'est la plus belle et la plus longue des dimensions que la commission des ministères doit avoir, puisqu'elle reçoit des candidats parfois bien avant le master en théologie, en 3e année de licence, ou quelquefois même en première année, des personnes qui sont en chemin, qui viennent rencontrer la commission des ministères et qui disent voilà où j'en suis, je voulais vous rencontrer pour savoir quel retour vous faisiez sur mon appel, ma vocation. Et donc cet accompagnement va s'étaler sur des années. Il y a une véritable, j'ose dire, une sorte de communion fraternelle qui est faite et qui se bâtit entre la commission des ministères, les études en théologie, ce partenariat fait que l'appel est affiné. Alors ça, c'est cet accompagnement. Il vient aussi une fois que la personne devient proposante dans notre Église. Il y a cette période du proposana qui dure 18 mois, où là aussi la commission des ministères est particulièrement attentive à travers des sessions de proposants qui sont organisées, à travers une mise en place, une évaluation intermédiaire finale, des contacts aussi avec le proposant, le président de région ou la présidente. Et voilà, donc cet accompagnement, il est très long et on arrive du coup à la seconde étape qui est de discerner. Effectivement, au bout de ce processus, on retient souvent de la commission de ministère cette nécessité-là de discerner. C'est le synode national qui nous a confié cette responsabilité et on discerne, est-ce que oui ou non, cette personne, avec cette vocation intérieure qu'elle a reçue, nous la reconnaissons au nom de notre Église. Et c'est la plupart du temps, effectivement, grâce à Dieu, c'est une réponse positive et c'est une reconnaissance pour nous de recevoir cet itinéraire, cette vie, ce cheminement et du coup ce que ça apportera à notre Église. Et puis, il y a le terme réfléchir. Nos séances sont organisées aussi en lien avec des interventions de spécialistes sur différents thèmes pour réfléchir au ministère. Donc au cours des différentes sessions de l'année, certaines sont plus spécialement consacrées à cela. Et donc ces derniers temps, avec mission, ministère, le thème de notre synode national ces dernières années, nous avons particulièrement été attentifs et accompagné cela. Je pense qu'on peut dire une parole positive pour ce qu'on a vécu et de reconnaissance au Seigneur. Ça a été un moment aussi de formation parce qu'on a tous et toutes besoin de ressourcement, de pouvoir retourner à nos églises et de pouvoir vivre et dispenser aux autres ce qu'on a vécu ici. Ça a été bien une réflexion sur la question de la vocation. Vous savez bien, tout le monde sait que le même mot en allemand dans la langue de Luther signifie vocation et travail, métier. Et ça aussi c'était très intéressant. C'est-à-dire que tout le monde reçoit une vocation à travers le travail qu'il fait. Il faut la reconnaître et on a parlé beaucoup de reconnaissance. On a souvent l'impression que nos églises, les églises protestantes surtout qui sont minoritaires, qui sont vraiment faibles, les églises des pays latins, de l'Europe sont dans un déclin incessant. Et on se rend compte ici que, et on a vu, on a pu expérimenter ça, que ce n'est pas vrai, que les faiblesses, si elles sont partagées, peuvent devenir des richesses. On a vu aussi, hier soir, en rencontrant la petite communauté, la petite paroisse de Malaga,
et ils ont eu des moments vraiment difficiles. Ils étaient restés 4 ou 5 et maintenant ils ont un moment de reprise. Et ça a été un témoignage formidable aussi. En allemand, tout le monde sait que la même parole pour Luther, c'était vocation et travail, métier, Beruf, c'est en allemand. Voilà, il s'agit maintenant de redonner à tous les gens, à tous les membres de nos églises, le sens d'un travail dans l'église, mais non seulement dans l'église, aussi dans le monde, qui est aussi une réponse à la vocation que tout le monde reçoit et qui nous permet de regarder à l'avenir avec un peu de confiance. Nous sommes une petite réalité qui veut essayer, dans des églises fortement minoritaires, à restituer l'espérance, à regarder à l'avenir avec la confiance dans le Seigneur, c'est pas nous, mais qui nous donne la possibilité de voir un demain et un avenir qui est différent du présent. Alors maintenant, il s'agira d'arriver à redonner à nos églises la conscience qu'ensemble on peut faire quelque chose et le témoignage chrétien peut continuer dans nos différents pays.